Les fidèles musulmans du Burkina Faso ont célébré dans la nuit du samedi au dimanche la grande nuit du destin. La prière a été pour la contribution musulmane dans la paix et la réconciliation nationale. Un invité dans ce Midi Magazine, il s'agit du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Maurice Dieudonné Bonanné, qui va nous entretenir des logements sociaux au Burkina Faso et de la situation des zones inondables. Au moins 80 morts et plus de 200 blessés après un double attentat à Bagdad à 2 jours de la fin du mois de Ramadan. Les attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Voilà, c'est le menu du Midi Magazine de ce dimanche. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. La grande nuit du destin a été célébrée au Burkina Faso dans la nuit du samedi au dimanche. La prière de cette nuit de bénédiction a été dédiée à la contribution musulmane dans la paix et la réconciliation nationale. Les responsables de la communauté musulmane ont interpellé les fidèles sur leur rôle dans la quête de la cohésion avec les autres confessions religieuses. Les temps forts de ce moment important du mois de Ramadan avec Daouda Ouattara et Ibrahim Sanou. Pendant le mois de Ramadan, les fidèles musulmans consacrent leur temps à la recherche du bienfait afin de recevoir des bénédictions liées à ce mois. Mais il y a une nuit où les bénédictions reçues sont plus importantes. C'est la nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet, la nuit du destin. C'est une nuit dont le Coran parle en disant qu'elle vaut en adoration 1000 mois d'adoration. Quand vous faites la conversion, ça équivaut à peu près 83 années d'adoration. Alors donc je pense que celui qui a la rémission de ses péchés et qui bénéficie en plus de cela de 83 années d'adoration, il a obtenu quelque chose de très important. C'est ce qui explique cet engouement pour la recherche de la nuit de Laylatul Qadr. Cette année, le thème porte sur la consolidation de la paix et la réconciliation nationale au Burkina. C'est choix pour permettre aux fidèles musulmans d'aller à plus de cohésion avec les autres confessions religieuses. Nous avons essayé de mettre l'accent sur des éléments pratiques, concrets, qui doivent amener les musulmans à changer dans leur comportement. Et surtout s'ils changent dans leur comportement, avec les autres composants de la société, ils créeront des conditions d'une cohésion sociale, ils créeront des conditions pour qu'il y ait la paix. Pour les fidèles sortis nombreux, cette nuit du destin est une occasion pour fortifier leur foi. Un grand plaisir pour nous d'avoir la chance de pouvoir participer à la grande nuit du destin ici au Siao. À l'occasion, des jeunes qui se sont distingués dans la lecture du Coran ont reçu des récompenses. Et c'est dans la prière que les fidèles ont passé le reste de la soirée. Le ministère en charge de l'énergie veut mettre fin au gaspillage d'énergie. Une campagne de sensibilisation sur la promotion des économies d'énergie est lancée depuis vendredi dernier. Il est demandé aux consommateurs d'adapter leurs équipements à l'économie d'énergie et de changer de comportement individuel pour une utilisation rationnelle de l'énergie. Des précisions avec Salifou Belem et Draman Guéné. Une campagne pour mettre fin au gaspillage de l'énergie électrique. C'est donc parti pour 3 ans de sensibilisation pour la promotion des économies d'énergie. Et c'est ici, à l'école Ezaka, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, que la campagne démarre. Nous avons fait le choix d'une école primaire parce que vous savez qu'à la maison, les enfants sont les premiers utilisateurs donc, des services de base électriques. C'est eux qui sont généralement beaucoup plus proches de la télé, c'est eux qui ont besoin d'éclairage pour étudier, généralement c'est eux qui ne sont pas habitués à couper les lampes dans les chambres. Durant la période de la campagne, des sensibilisations seront faites dans les écoles et lieux publics pour un changement de comportement, donc pour une utilisation rationnelle de l'énergie. Utiliser des lampes qui consomment moins par rapport à des lampes qui consomment plus, utiliser des appareils à performance égale des appareils qui ont une puissance beaucoup plus basse, éteindre la télé quand on n'en a pas besoin, optimiser l'utilisation des ampoules. Quand on dort, ça ne sert pas, ce n'est pas la peine de laisser les ampoules éclairées. Le ministère de l'énergie a profité de remplacer toutes les lampes de l'école par des lampes LED
qui consomment 2 fois moins le courant que celles ordinaires. La sensibilisation se poursuit avec, à la clé, la production d'un document cadre en matière d'économie d'énergie. C'est le début de la saison des pluies, une période de cauchemar pour les habitants de certains quartiers de Ouagadougou. C'est un véritable parcours du combattant pour quitter ou rejoindre les domiciles à cause du mauvais état des voies. C'est le cas à Basenko où, en entendant la réaction des autorités, les populations s'organisent comme elles peuvent pour colmater les brèches. Constat avec Mokta Ouedraogo et Mwakoun Dabiri. Aujourd'hui, c'est dimanche. Même pas de repos pour Diallo et ses voisins. Pelle et brouette en main, ces riverains sont à la tâche pour l'aménagement des voies d'accès à leur domicile. Nous sommes à Basenko, quartier situé à la périphérie nord de Ouagadougou. L'installation de la saison des pluies rime avec calvaire des populations. Les routes sont impraticables. Ce matin, les travaux consistent à remplir de terre les zones susceptibles d'être inondées. On se retrouve, on échange, on demande à chacun de donner une contribution financière. Lorsque les gens donnent les contributions financières, on paye la terre. Chacun donne en fonction de ses moyens. Il y en a directement qui font déposer des bennes de terre. On se retrouve les dimanches pour étaler la terre sur la voie. La manœuvre dure maintenant 3 ans. Ici, ces ouvriers de circonstance sont à la construction d'un pont de fortune. Dans ce quartier, l'eau a déjà occasionné des pertes en vies humaines. L'entreprise recommande donc de ces hommes de l'ingéniosité pour sortir les pieds de l'eau au moment venu. Les tuyaux, c'est pour permettre à l'eau de passer. S'il y a une pluie, quand nous arrivons, nous passons sans problème. Avant, c'était genre une mare. Mais actuellement, avec les tuyaux, ça nous soulage beaucoup. Dans leurs efforts, les riverains sont confrontés aux gros camions qui abîment les voies aménagées. Donc pour arriver à réunir une somme nécessaire pour acquérir cette terre, ce n'est pas évident. Voilà. Et lorsque nous avons la terre également, souvent nous déposons la terre, nous aménageons la voie et les gros porteurs qui viennent, qui détruisent la voie. Pour l'heure, ces initiatives ne sont que des solutions palliatives. Et ces acteurs espèrent que l'issue à leur calvaire viendra des nouvelles autorités municipales. Et nous recevons tout de suite le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme sur les questions des logements sociaux, mais aussi des zones inondables. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Merci. Magazine de ce dimanche. En entendant de parler des sujets qui nous intéressent, nous allons peut-être demander une réaction tout de suite à chaud par rapport à ce reportage. On a vu qu'il y a des populations qui attendent en tout cas beaucoup du gouvernement ou des autorités municipales pour leur faciliter l'accès à leur domicile. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'on a vu? Bien, je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité de nous expliquer sur les antennes de la télévision nationale les difficultés que nous avons constatées au niveau du reportage. C'est la question de la viabilisation des quartiers nouvellement aménagés. Il faut dire que le premier CACEM du ministère depuis notre arrivée à la tête de ce département a été consacré à la question de la viabilisation des quartiers et de l'accès aux services urbains de base. On entend par viabilisation l'aménagement de la voirie, l'aménagement des caniveaux de drainage d'eau pluviale, l'adduction d'eau, les branchements d'électricité ou l'utilisation de l'énergie solaire, étant donné que c'est la tendance actuelle. Donc, au niveau du ministère, c'est un des grands volets de notre programme pour le quinquennat. Du reste, au niveau du site dont vous avez parlé à Basenko, nous avons entrepris un certain nombre de travaux de voirie, de canalisation et des structures comme la Sonabel, l'ONEA sont également à pied d'œuvre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est du pôle urbain de Basenko, parce que nous appelons ça un pôle urbain, c'est un site qui a près de 15 000 parcelles. Si vous prenez une moyenne de 6 habitants, 6 personnes par parcelle, vous voyez à quoi va ressembler cette cité-là à la fin de son occupation. Ce sera un peu comme une ville, comme Koudougou. Et donc, nous avons estimé les besoins financiers pour la viabilisation à près de 85 milliards.
C'est pour vous montrer le coût des opérations de viabilisation. 1 kilomètre de voirie en zone urbaine, c'est 1 milliard. 1 kilomètre de caniveaux primaires, quand on dit caniveaux primaires, c'est les grands canaux d'évacuation des eaux pluviales. 1 kilomètre de canaux primaires, vous en avez pour 1,5 milliard. Mais le gouvernement a pris l'option de rendre tous les aménagements que nous allons faire dans le quinquennat, tous ces aménagements-là viables, de manière à offrir un cadre urbain sain pour les populations et à travailler à l'équité dans ce domaine. Vous avez des quartiers comme Ouaga 2000, où nous sommes à un top de viabilisation, et vous avez à côté des quartiers comme Karpala, où les conditions de vie des populations est assez difficile. Alors, nous allons parler des zones inondables. La saison des pluies s'installe et déjà on enregistre les premières inondations. Vous y avez fait un tour. Qu'est-ce que vous avez retenu? Eh bien, nous avons fait un tour dans les zones inondables pour toucher du doigt l'évolution du déménagement des populations. Parce que, comme vous le savez, après les inondations du 1er septembre 2009, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en place une trame d'accueil à Yagman, et des parcelles ont été attribuées avec des mesures d'accompagnement plus ou moins intéressantes. On a fourni du ciment, des tôles et des petits subsides pour permettre aux populations touchées par ces inondations de pouvoir se réinstaller. Oui. Mais comme vous le savez, dans de pareilles circonstances, certains ont rejoint, d'autres n'ont pas rejoint pour divers motifs, notamment la poursuite des activités économiques et commerciales qu'elles développent dans le site où elles sont actuellement. Donc, en relation avec les conseils municipaux qui viennent d'être installés, nous allons reprendre la sensibilisation et voir quelles sont les mesures qui peuvent être déployées pour permettre à ces populations de pouvoir continuer à exercer leur activité dans des sites plus sécurisés, parce que pour nous tous qui avons vécu les inondations du 1er septembre 2009, il ne nous viendrait aucunement dans l'esprit de conseiller à des personnes de rester dans ces sites. Et ceux qui seraient réfractaires justement à cette idée de déménager, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont rester, ils vont partir de force? Les zones déjà concernées par les inondations, les zones inondables ont été balisées. Nous allons donc entreprendre la sensibilisation jusqu'à un certain stade. Après, il va falloir que l'État prenne des mesures pour amener ces populations à se discipliner. Nous faisons appel au civisme des populations qui habitent dans ces zones. Les dangers sont très, très grands. Et comme vous le savez, nous sommes dans une période de changement climatique où personne ne peut prévoir ce qui peut arriver. Vous avez vu récemment à Paris, il y a eu des inondations. Malgré le niveau d'aménagement des villes comme Paris, vous avez vu les dégâts. Et quand vous le ramenez à des niveaux comme chez nous, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, Monsieur le ministre, on va parler des logements sociaux. Vous étiez en début de semaine sur le site de Basenco. Vous avez visité les logements qui ont été construits et ceux qui sont en finition. Qu'est-ce qui vous a motivé spécialement ce déplacement à Basenco, là, sur le site des logements sociaux? Comme vous le savez, les logements sociaux ont été entrepris depuis un certain nombre d'années. Et à notre arrivée à la tête du ministère, nous avons fait un point de ces réalisations. Et notre déplacement sur le site de Basenco avait pour objectif de nous rendre compte des réalités et de prendre contact donc avec les promoteurs immobiliers qui travaillent sur ce site-là, et voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de travail et permettre d'atteindre des résultats efficients. Du reste, au niveau du ministère, nous avons engagé une grande réflexion pour faire le bilan de tous ces aménagements. Vous avez constaté, il y a près de 3500 logements qui ont été construits, mais une bonne partie n'est pas occupée pour la simple raison que l'accès au site est difficile.
les problèmes de viabilisation dont je viens de vous parler, et les services urbains de base, comme on les appelle, que sont les écoles, les dispensaires, les services de sécurité, les marchés, etc., etc. Il y a un certain nombre de commodités qui font défaut dans ce site et voilà. Et nous allons nous atteler à ce que toutes ces commodités puissent être réalisées de manière à permettre aux attributaires de rejoindre les maisons. Les maisons. Et quelle est la politique du gouvernement par rapport au logement en général? Est-ce que vous allez poursuivre dans les logements socio-économiques ou bien il y a une autre nouvelle idée que vous allez mettre en place? Dans le programme du président Roch Kaboré, il est prévu un vaste programme de production de logements socio-économiques et de standing, ainsi que de logements collectifs. On entend par logement collectif ce qu'on appelle coutumièrement les HLM. Parce que ça aussi, il faut que nous travaillions à réduire l'étalement de nos villes, en resserrant, en densifiant le tissu urbain avec des logements qui permettent de réduire les coûts de viabilisation. Parce que quand vous prenez 1, 2, 3 HLM construits dans une zone, vous avez autant de ménages qui y sont. C'est vrai qu'il faut que nous travaillions à changer les habitudes, les mentalités, parce que bon, on a besoin de grandes cours, on a besoin de ceci, cela, mais le monde évolue. Il faut que nous y adaptions. Donc nous allons, en plus des logements sociaux, faire la promotion de logements économiques dans des sites, des réserves foncières que nous allons identifier. Je vous prendrai un exemple. J'étais au Maroc récemment, sur une superficie de 20 hectares. On a construit 4000 logements. Et quand vous allez à Basseko, sur 20 hectares, on a 350 parcelles. Vous voyez ce qu'on peut réaliser comme économie de surface et donc réduire les coûts des opérations de viabilisation. Alors, vous parliez tantôt des attributaires qui n'ont pas encore rejoint. Il y a certains qui critiquent les coûts aussi de ces logements. Il semblerait que ces logements qui ont été construits sont assez exigus par rapport au prix et que quand on arrive à acquérir ces logements, ce n'est pas évident d'avoir encore les moyens pour les travaux d'extension. Est-ce que de ce point de vue-là aussi, il y a quelque chose qui pourrait être fait pour le coût? Mais pour le coût des logements, il y a déjà un effort qui est fait par l'État. Il y a d'abord, le logement est attribué sans y intégrer le coût du foncier. La parcelle, le terrain a un coût. Ensuite, le logement, dès qu'on parle de logement social, c'est des logements assistés, subventionnés par l'État. Voilà, l'État apporte une contribution pour rendre le coût du crédit. Nous intervenons sur le taux d'intérêt au niveau de la Banque de l'Habitat pour les ramener à un taux abordable, 5,5% au lieu des taux d'intérêt que vous connaissez sur le marché. Ensuite, le logement social est destiné aux couches à revenus modestes. Donc, il se situe aujourd'hui entre 5,5 millions et 7,5 millions. Je pense que c'est déjà un grand effort. Maintenant, il faut, ce qui nous paraît le plus important, c'est d'abord de relancer une campagne de souscription pour cerner la demande et revoir les mécanismes, parce que les mécanismes ne sont pas trop au point avec les différents acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit les banques et les attributaires. Il faut que ces mécanismes-là soient bien huilés de manière à ce que nous avons également vu une expérience au Maroc où il y a un guichet unique où vous arrivez, où vous remettez juste votre bulletin de salaire, votre carte d'identité, le jour où le guichet unique vous rappelle, c'est pour vous donner les clés du logement dans un site viabilisé, aménagé, etc. Ça serait l'idéal. C'est ça notre projection. Ok, Monsieur le ministre, merci d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces précisions par rapport aux logements sociaux, par rapport aux zones inondables, à moins que vous n'ayez peut-être un mot de fin. Le mot de fin, c'est
un appel aux différents acteurs, les promoteurs immobiliers sur lesquels nous allons axer notre politique de promotion de logements sociaux, le renforcement des capacités, une meilleure organisation du secteur, les institutions bancaires pour qu'elles puissent accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de vastes programmes, de l'ambitieux programme de logements sociaux que nous avons, parce que là également, il y a des efforts à faire quant aux conditions, quant aux taux, etc., etc. Et en dernière position, les attributaires. Les attributaires, de manière à ce qu'ils fassent preuve de beaucoup plus de civisme, de compréhension et de participation à l'opération. Merci, merci Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions Monsieur Maurice Dieudonné Bonané, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui nous a entretenu des logements sociaux au Burkina Faso, également de la question assez récurrente des zones inondables. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. 8 millions d'arbres plantés, c'est l'objectif fixé par le département en charge de l'environnement pour la campagne de reboisement cette année. Le ministère sonne ainsi la mobilisation de tous pour atteindre ce but. Les consignes planter utiles et surtout planter responsables. Nous suivons le lancement de la campagne avec Mokhtar Ouedraogo et Mokun Dabiri. 8 millions de plants en terre. C'est l'objectif affiché par le ministère en charge de l'environnement pour la campagne de reboisement 2016. Le chiffre se veut ambitieux, mais les responsables du ministère rassurent. Non, les 8 millions de plants sont déjà produits et sont même prêts à être mis en terre. Ça existe. Nous avons même plus de 8 millions. Mais quand vous prenez par exemple tout ce qu'il y a comme plantes ornementales, on ne met pas ça on ne capitalise pas ça. Pour l'atteinte de ces ambitions, le ministère dispose de plusieurs centres de formation à la base pour la production des plants. Et environ 50 espèces locales sont concernées par la campagne. Oui, au niveau des régions, vous avez d'abord le niveau départemental. Et c'est là-bas que les pépiniéristes privés viennent se former et à leur tour font donc la production des plants. Ensuite, ça remonte au niveau donc, de la province. Et là, nous avons une pépinière provinciale, voire même 2 pépinières. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même tout un relais jusqu'au niveau régional. Planter responsable, c'est l'option choisie par les autorités pour optimiser le rendement. Le suivi des plantes nécessite une synergie d'action des acteurs et le ministère d'appeler à la contribution des collectivités locales et des structures et organisations œuvrant pour la protection de l'environnement. Au niveau communal, vous avez donc les domaines des collectivités. Et ce sont des domaines qui sont quand même bien protégés. Deuxièmement, nous évoluons au niveau provincial où nous avons des forêts classées. Donc ce domaine classé fait l'objet également d'une certaine protection. Nous avons la ceinture verte de Ouagadougou qui a abrité l'année dernière les campagnes de reforestation. Donc cette année encore, nous allons revenir donc sur cette ceinture verte, sans oublier que le lancement officiel aura lieu sur un autre site. Ce site également sera protégé. Nous avons développé le système de plantation responsable. Cela veut dire que les gens qui vont recevoir des plants vont donc les mettre dans des endroits, des domaines quand même bien protégés, où également ça va bénéficier d'un minimum d'eau. Pour donc planter responsable, Kizito Nabié invite les structures et les particuliers intéressés à prendre attache avec les services techniques du ministère de l'Environnement. Pour cette campagne, il appelle chaque Burkinabé à planter au moins un arbre et à l'entretenir pour la postérité. L'Office national de la sécurité routière devrait disposer d'un siège bientôt. La pose de la première pierre pour la construction de l'infrastructure est intervenue vendredi dernier à Ouagadougou. 15 mois, c'est le délai de réalisation de l'ouvrage dont le coût est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Des précisions avec Issa Kafando et Ramatou Zida. Un immeuble R+4, voilà ce à quoi va ressembler le siège de l'Office national de la sécurité routière au Nasser, une fois construit. Bâti sur une superficie de 1500 mètres carrés, l'édifice aura une capacité d'accueil de plus de 100 personnes. La pose de la première pierre ce vendredi 1er juillet donne le top de départ pour le démarrage des travaux.
Une fois érigé, le désormais bastion de la sécurité routière va contribuer à améliorer les conditions de travail du personnel de l'ONASER. Actuellement, l'office est éparpillé sur 3 sites. Nous avons cherché à réunir des fonds pour qu'ils soient regroupés dans un seul lieu. L'État a bien voulu accompagner cette structure. Nous pensons que d'ici 2017, ils pourront être sur un seul site pour mener efficacement leur mission. Ce siège va coûter à l'ONASER plus d'1 milliard de francs CFA. Il va répondre aux normes de sécurité et aux exigences environnementales, mais le seul bémol, le terrain de 1500 mètres carrés semble étroit. C'est en fonction de cet espace que les techniciens ont dû concevoir le plan, ont dû concevoir tout ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Seulement les difficultés que nous pourrons gérer, entre autres, c'est un peu des problèmes de parking. Nous avions quelques parkings à l'intérieur. Il va falloir exploiter les parkings de l'extérieur. La balle est à présent dans le camp des entreprises chargées de l'exécution des travaux. Le directeur général de l'ONASER en appelle donc au respect des termes du contrat afin que l'ouvrage soit réceptionné dans les meilleurs délais. Les projets et programmes exécutés au Burkina Faso, parlons-en, pour la plupart, ils ne sont pas suivis d'évaluation, ce qui ne permettrait pas, selon le réseau burkinabé de suivi et d'évaluation, de mesurer l'impact de leurs actions sur le terrain. Le réseau donc veut corriger tout cela. Il a organisé une formation en évaluation axée sur l'équité et le genre au profit du gouvernement, parlement et partenaires Amadou Ilboudo, Ibrahim Sanou et Omar Zombré. Le réseau burkinabé de suivi et évaluation REBUS veut renforcer les capacités des décideurs sur les questions liées à l'équité et au genre. Cet atelier de formation qu'il organise entre également dans le cadre des ODD, les objectifs pour le développement durable. Le rôle de REBUS, c'est de promouvoir en fait l'évaluation au Burkina Faso. Donc, c'est de faire de l'évaluation et une chose concrète. Donc, la redevabilité, aujourd'hui, elle est nécessaire. Donc, tout ce que vous avez comme ressources qu'on finance, donc il faut forcément rendre compte. Pour les partenaires, les objectifs du millénaire pour le développement comportaient des disparités entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays. D'où l'intérêt de renforcer les capacités des participants sur l'équité et le genre à travers les ODD pour leur prise en compte effective. Cette formation va permettre justement à évaluant des places de contribuer au renforcement des capacités en matière d'évaluation axée sur l'équité et le genre des objectifs de développement durable, parce que ce sont les objectifs de développement durable qui remplacent actuellement les OMD. Une délégation des parlementaires a aussi pris part à cet atelier. Elle entend en tirer profit afin de jouer pleinement son rôle de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale. Jusqu'à présent, nous faisons du contrôle et non pas de l'évaluation. Donc ça va nous permettre de renforcer nos capacités en matière d'évaluation pour pouvoir mener à bien notre mission. Cet atelier va durer 1 semaine et au sortir, chaque participant devrait avoir les bases solides en matière de genre et d'équité. Le syndicat des professionnels des technologies de l'information et de la communication regroupant tous les informaticiens de Burkina annonce une grève du 7 au 15 juillet 2016. Objectif, obtenir gain de cause à sa plateforme revendicative minimale déposée depuis 2014 au ministère du Développement de l'économie numérique. Le syndicat estime que les responsables du département font la sourde oreille. Il a rencontré la presse pour en parler. Des précisions avec Roger Kam et Yolande Lompo. Après maintes tractations pour se faire entendre sans succès, le syndicat des professionnels des technologies de l'information et de la communication synthétique face à la presse annonce que les informaticiens observeront un arrêt de travail du jeudi 7 juillet 2016 de 0h au vendredi 15 juillet 2016. Au sortir de ce mouvement, si rien n'est fait, le synthétique poursuivra le lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2016 sur toute l'étendue du territoire national pour réclamer le rétablissement et le rappel de l'indemnité spéciale d'informaticien coupée depuis 2014. L'augmentation du taux de l'indemnité spéciale d'informaticien à 200 000 francs. Une grille indiciaire pour tous les informaticiens de l'administration publique
et leur attachement au MDMP. La révalorisation du diplôme d'ingénieur de travaux informatiques en A2. Un traitement diligent des revendications consignées dans la plateforme minimale. Leur plateforme revendicative ayant été déposée au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes depuis 2014, cette fois-ci, le Sympétique tient pour responsable, les premiers responsables du MDMP, des conséquences que cet arrêt de travail pourrait engendrer. Et pour le succès de l'ensemble des actions qui seront menées par le Bureau national, le Sympétique invite tous les informaticiens du Burkina Faso à participer massivement à cette grève. Culture, on le connaissait, musicien, le voilà devenu réalisateur de cinéma. MCZ vient d'achever son premier long métrage, fruit de plusieurs années de tournage. Adieu belle-mère sort demain 4 juillet sur les écrans burkinabais. Il dépeint à grands traits et avec une dose d'humour les tares de la société. Le néo-cinéaste s'est confié à Salifou Belem et Godefroy Bazier. Tu sais Mélanie, la vie elle-même a ses surprises. Quand j'ai rencontré Issala, je n'ai même pas imaginé un jour qu'on se marierait. C'est comme ça, on n'y peut rien. Une corde de plus à l'arc de l'artiste musicien MCZ. Mordu de cinéma, il s'est donné les moyens de réaliser sa première œuvre. Ça fait 7 ans que je vais à Clermont-Ferrand, donc je me suis fait former dans les associations et des écoles de cinéma en France. Et depuis longtemps, je suis un amoureux du cinéma. Je me suis dit, mais pourquoi pas me former pour donner un coup de pouce au cinéma de mon pays. Adieu belle-mère est comme Rome, qui ne s'est pas construite en un jour. Le film réalisé au forceps a mis plus de 2 ans avant de sortir sur les écrans. Je n'ai pas eu de financement, donc ça a été fait à fonds propres. Et donc, depuis 2 ans et demi, je ne fais rien que ça. Et c'est maintenant l'œuvre va sortir. MCZ, qui fait ainsi ses premiers pas dans le monde du 7e art, espère un soutien du public pour que cette première œuvre en appelle d'autres. Adieu belle-mère, c'est un film qui donne beaucoup de conseils, moralisateurs et en même temps la rigolade. Donc j'aimerais que le peuple burkinabé me soutienne, tous mes fans qui sont dans les 4 coins du Burkina et dans le monde entier, parce que le film va tourner un peu dans le monde. Le Burkina, capitale du cinéma africain, permet à tous les passionnés du 7e art d'exprimer leur talent sans discrimination. Hors de chez nous, une fin de Ramadan ensanglantée en Irak. 80 morts et 200 blessés, c'est le bilan du double attentat à Bagdad. La déflagration a été causée par une voiture piégée dans l'un des quartiers populaires de la ville fréquenté par la communauté chiite. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. En Irak, le bilan s'est encore alourdi après le double attentat survenu à Bagdad. Au moins 80 personnes auraient péri, il y aurait près de 200 blessés. Samedi soir, alors que des milliers de Bagdadis fêtaient le Ramadan, une voiture piégée a explosé dans le quartier populaire de Karada, fréquenté par la communauté chiite. Le souffle de l'explosion a semé la terreur. Plusieurs magasins ont brûlé suite à la déflagration. Des sources locales évoquent plus de 80 victimes. Quelques instants plus tard, une seconde explosion a secoué le quartier d'Al-Shaab à l'est de la ville. Le bilan provisoire serait de 5 morts et d'une quinzaine de blessés. À 2 jours de la fin du Ramadan, ce nouveau carnage a été revendiqué par le groupe État islamique. Les 2 bombes ont explosé une semaine seulement après la reconquête de Fallujah, à 50 km de Bagdad, par les forces armées irakiennes. Une défaite cinglante pour les combattants de Daesh. Voilà, on s'arrête ici pour le Midi Magazine de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h15 se joint à moi pour vous dire infiniment merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Une excellente journée dominicale à tous et une très bonne reprise de travail pour demain. À bientôt.